La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, vous recevez ce matin l'auteur de Décarboner ou décliner la transition écologique au secours de la souveraineté européenne. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Neil Makarov. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes expert des politiques climatiques européennes à la Fondation Jean Jaurès. La COP30 démarre aujourd'hui au Brésil. Elle va durer 11 jours. Quel est l'enjeu ? Alors la COP30 est extrêmement importante parce qu'elle arrive 10 ans après l'accord de Paris et il est temps quelque part de faire une forme de bilan, de montrer quelles ont été les actions menées mais aussi quelles sont les actions à mener dans les 10 prochaines années pour lutter contre le dérèglement climatique. On sait que cette COP est aussi très particulière car elle est sous les attaques notamment d'une administration américaine qui aujourd'hui fait défection dans la lutte contre le dérèglement climatique. Est-ce que l'accord de Paris a encore du sens selon vous ? Les objectifs pour limiter le réchauffement au niveau planétaire sont déjà atteints. L'objectif de 1,5 de réchauffement planétaire est en effet en passe d'être atteint. Il a encore du sens, l'accord de Paris, car il fixe des objectifs qui sont aspirationnels et qui engagent malgré tout des actions et des transformations profondes. Et on le voit, ça a des conséquences très concrètes. Typiquement, vous avez en Asie du Sud-Est l'explosion du véhicule électrique. Vous avez en Europe la baisse concrète de nos émissions de gaz à effet de serre de 40% depuis 1990. Vous avez aussi au Brésil, typiquement, la volonté de renverser la déforestation. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont liées directement à l'accord de Paris et qu'il commence à produire véritablement des effets. Certains grands dirigeants n'ont pas prévu de faire le déplacement. C'est le cas du président chinois. Pourtant, la Chine est devenue un poids lourd de la décarbonation. Absolument. Même si la Chine n'est pas forcément présente à haut niveau à la COP30, en réalité, elle est en toile de fond car on sait que véritablement ce qui se joue derrière la COP, c'est le leadership industriel de la transition. La Chine installe la moitié des énergies renouvelables du monde sur son sol. Elle domine 70% de la production de véhicules électriques et 20% de son PIB aujourd'hui dépend de la transition écologique. Et d'ailleurs, l'anecdote la plus symbolique, c'est que le président Lula est arrivé à la COP au bord d'un véhicule BYD, un véhicule électrique chinois. Donc on voit à quel point la Chine a pris cette suprématie technologique sur la transition écologique. Et d'ailleurs, face aux grandes ambitions européennes, la Chine avance. Sur le plan technologique, l'Europe a du mal à tenir ses promesses sur les panneaux photovoltaïques, notamment sur les batteries également. Absolument, et cela est notamment dû au zigzag aussi de nos politiques. Un jour, on soutient le véhicule électrique, le lendemain, on coupe l'aide à l'installation aux batteries ou au déploiement des véhicules électriques, et on voit que ça a des conséquences très claires sur l'industrie. Vous avez quand même 20 milliards d'euros qui ont été investis dans des chaînes de valeur en Europe pour la batterie et le véhicule électrique. Vous avez aussi le déploiement très rapide des énergies renouvelables. On sait que la transition écologique, c'est un des premiers leviers de réindustrialisation, notamment en France, où la transition ouvre plus d'usines que les autres secteurs de l'économie. Donc ralentir ou revenir en arrière, c'est aussi casser notre réindustrialisation et ça serait extrêmement dommageable. Qui aujourd'hui a le leadership climatique selon vous, l'Europe ou la Chine ? C'est clairement un leadership qui est contesté et partagé. Les Européens ont des objectifs extrêmement ambitieux. On vient de fixer l'objectif de 2040 de baisse de nos émissions à moins 90%. Mais sur le papier, on voit que la Chine connaît un essor considérable. Pour la première fois, et c'est une bonne nouvelle, elle baisse ses émissions de gaz à effet de serre en 2025. Et cette suprématie technologique, véritablement, montre qu'elle est en train d'en tirer les fruits, d'en cueillir les fruits et de s'octroyer la plus grande part du gâteau industriel et économique. Les défenseurs du climat redoutaient un détricotage du pacte vert en Europe. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été le cas ? On voit qu'il y a des attaques qui sont régulières contre le pacte vert et c'est extrêmement dangereux parce que sur un continent sans gaz ni pétrole, si on ne fait pas la transition écologique, on risque finalement de dépendre des producteurs d'hydrocarbures, que ce soit la Russie d'un côté, et on l'a vu à quel point c'est dangereux de dépendre de la Russie, ou les États-Unis de l'autre, qui aujourd'hui font du chantage énergétique, une de leurs clés de voûte pour contraindre les Européens. Donc on a tout intérêt à faire la transition d'un point de vue purement de souveraineté énergétique. Mais est-ce qu'on a intérêt à faire cette transition à marche forcée qui peut entraîner des destructions d'emplois? Aller trop vite sur la transition pourrait mettre en péril certaines filières. Je pense notamment à l'automobile et donc des emplois. Si on détruit des emplois, l'engagement de la population sera peut-être pas aussi fort.
En réalité, la question, c'est est-ce que l'Europe saute dans le train de cette course industrielle à la transition écologique ou pas. Il serait illusoire de penser que l'on va créer des emplois et de l'innovation dans le moteur essence ou dans la chaudière au fioul. En réalité, les filières qui vont créer des emplois et attirer des investissements, c'est bien la batterie et la pompe à chaleur ou la turbine d'éolienne. Donc si on ne fait pas ce tournant vers la transition écologique, si on ne l'accompagne pas aussi d'un plan industriel puissant, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui en Europe, on risque finalement de rater cette grande vague de réindustrialisation qui est en train de bénéficier notamment en Asie du Sud-Est. Mais ça veut dire quoi? Il faut investir davantage dans le photovoltaïque, dans les batteries. On l'a fait pourtant, on a soutenu la filière de la batterie en Europe et on voit bien qu'on n'est pas au niveau des Chinois. Il faut tout simplement sortir de la naïveté, c'est-à-dire que les Chinois subventionnent massivement leur production, ils envahissent et inondent les marchés internationaux. À nous, Européens, à un moment donné, de protéger nos filières émergentes. Typiquement, sur le cas de la batterie, il faudrait, par exemple, créer une préférence européenne, c'est-à-dire que dès que vous avez 1 euro d'argent public qui vient aider le consommateur à s'équiper d'un véhicule électrique, pourquoi pas forcer l'usage d'une batterie made in Europe dans le véhicule électrique. C'est ce type de mesures qui changent fondamentalement le paradigme économique européen, qui peuvent faire la différence et permettre à cette industrie émergente de la transition de vraiment se consolider en Europe. L'Europe critique la position des États-Unis qui ne fera pas le déplacement donc à Belém, au Brésil. Pourtant, est-ce que l'Europe n'a pas une attitude hypocrite vis-à-vis des États-Unis? On importe du GNL américain, on importe du pétrole américain. Absolument, il y a eu le deal notamment entre l'Union européenne et les États-Unis de 750 milliards de dollars d'importation d'énergie américaine. Et on voit à quel point dépendre des énergies fossiles nous rend quelque part soumis aux décisions aussi politiques américaines. Donc évidemment qu'il y a une hypocrisie. Maintenant, l'enjeu, et il faut espérer que nos politiques suivent, c'est que dans les 10 prochaines années, on arrive à réduire notre dépendance au gaz, au pétrole et au charbon en électrifiant nos usages, en déployant les énergies renouvelables et le nucléaire, en quelque part nous rendant souverains d'un point de vue énergétique. Merci beaucoup Neil Makarov d'être venu ce matin sur Radio Classique, expert des politiques climatiques européennes à la Fondation Jean Jaurès et auteur de Décarboner ou décliner. C'est aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup. Stéphane, merci. À demain 6h pour la matinale de l'économie à suivre. Et si nous parlions français, Karine Dijoux. Et juste après, les coulisses de la politique, Marcelo Vesfred, après le Brésil. Emmanuel Macron revient en France avec un agenda chargé. Radio Classique.